Bonjour, suite de notre campagne d'Adventures in Middle-earth, nous entamons doucement la Mirkwood Campaign avec le présent scénario, sachant que pour un temps nous allons alterner avec le prologue que constitue la mini-campagne de Wilderland Adventures. Vous trouverez sur l'article du blog un lien qui vous permettra de remonter au début de la campagne si jamais, et sinon la séance d'aujourd'hui correspond au très bref premier scénario de Mirkwood Campaign, The Wisest Man, pages 11 à 13. À noter, je me suis référé pour la version française au supplément Ténèbres sur la forêt noire pour l'anneau unique, où le scénario original avait été traduit sous le titre L'envoyé du magicien. Il y avait 5 joueurs qui incarnaient Agariel, une Dunedain, vagabonde chasseuse d'ombre niveau 3, Aldamar le laconique, un homme des bois, protecteur frontalier niveau 3, Jorin, un bardide, chasseur de trésors, espion niveau 3, Narvi, un nain du mont solitaire, frère d'âme, maître d'armes niveau 3, et enfin, en remplacement d'Aeweniel tué lors du précédent scénario, Frédégar Sanglebuc, un hobby de la comté, protecteur niveau 2. Pour la bande originale, je ne suis pas allé chercher bien loin, j'ai utilisé les compositions de Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La plupart des illustrations sont empruntées aux gammes de l'anneau unique et d'Adventures in Middle-earth, mais j'en ai aussi shippé à l'excellent compte-rendu de campagne très détaillé pour l'anneau unique, signé Ego, que vous trouverez sur le forum de Casus No, je vous en donnerai le lien. Pour ceux que ça intéresserait, vous trouverez également sur la chaîne l'enregistrement brut ou actual play de la séance. Mais donc en voici autrement le compte rendu écrit puis lu. Nous sommes au début de l'été de l'an 2947 du Troisième Âge, dans la lisière ouest de la Forêt Noire, à peu près à mi-chemin entre Bourg-les-Bois au nord et Rosgobel au sud. Ce dernier sanctuaire est le pays natal d'Aldamar qui s'est enfin décidé à affronter ses craintes et à y retourner, en compagnie de son nouveau camarade Frédégar Sanglebuc, un ami de Dodinas et d'Inodas Brandebouc rencontrés à l'auberge orientale. Le hobbit est gourmand et toujours volontaire pour goûter à de nouveaux plats. Narvi a passé pas mal de temps dans la région, à l'orée de la forêt, là où la vieille route des nains jaillit des bois pour se prolonger en direction du Vieux-Gué, mais aussi à Rosgobel même, car il a appris que s'y tiendrait l'an prochain une assemblée des hommes des bois qui pourrait favoriser ses plans en associant le peuple de Séawin le Généreux dans la brèche Est au clan de la lisière occidentale. Il y aura des observateurs des autres cultures lors de cette assemblée, car les conséquences pourraient être énormes pour l'ensemble des peuples libres du Nord. Quant à Agariel et Jorin, ils ont beaucoup navigué dans cette région et au-delà, la Dunedain acheminant des lettres entre les différentes communautés, et le Bardide accompagnant diverses camarades commerçantes en pays des hommes des bois, mais aussi Béornide. Les héros ont donc eu maintes occasions de se croiser durant l'année qui vient de s'écouler. Leurs liens sont forts, peut-être même plus que jamais après le tragique décès d'Aeweniel dans les tunnels gobelins sous les monts brumeux. Régulièrement, ils voyagent ensemble, et quand cette aventure débute, à l'invitation d'Aldamar, ils se livrent à une partie de chasse au nord de Rosgobel. Mais Narvi entend soudain un bruit, celui produit par quelque chose se déplaçant dans les fourrés. Un homme, probablement, et qui ne cherche pas à être discret. Le nain s'arrête ostensiblement et fait signe aux autres de l'imiter. Bientôt, un homme apparaît devant les compagnons, essoufflé, livide, une bave jaune aux lèvres. Il s'avance vers eux en titubant avec une main plaquée près du cœur. Aldamar a l'impression de l'avoir déjà rencontré, mais sans parvenir à l'identifier clairement. Narvi comprend que l'homme est probablement poursuivi et reste aux aguets, la main prête à saisir sa hache. C'est devant le nain que l'intrus s'effondre, tendant la main comme pour le saisir, sans parvenir à prononcer le moindre mot tant il a du mal à respirer. Il parvient cependant à extirper de sa tunique une lettre qu'il tend à Narvi juste avant de sombrer dans l'inconscience. Le nain méfiant avait fait un bond en arrière en voyant que l'intrus cherchait à sortir quelque chose, mais Frédégar, plus confiant, s'est avancé et a pris le bout de papier. Agariel tend l'oreille. Ça n'est pas tout près, mais la vagabonde perçoit des bruits dans la direction d'où venait l'homme empoisonné. Une troupe humanoïde assez nombreuse, mais impossible d'en dire davantage, sinon qu'elle n'est pas à plus d'1 heure de marche. Aldamar, stupéfait, finit par mettre un nom sur l'inconnu. Oui, il l'avait déjà rencontré, même si sa teinte livide et son allure générale l'avaient tout d'abord empêché de le reconnaître. Il s'agit de Béran le Vigilant, un homme des bois de Rosgobel, et au service direct de Radagast le Brun. Aldamar se penche sur Béran pour évaluer son cas. L'homme des bois comprend qu'il a été empoisonné, probablement par du venin d'araignée à très haute dose. Il en est résulté une paralysie toujours plus prononcée. Cet empoisonnement n'est pas fatal à brève échéance, mais Béran aura besoin de soins assez rapidement, sans quoi le venin pourrait bien finir par avoir sa peau. Mais personne au sein de la compagnie ne dispose des remèdes adéquats pour le traiter sur place. Il faudra gagner un sanctuaire pour cela, et probablement Rosgobel, où Radagast saura tout mettre en œuvre pour sauver son agent. Frédégar lit la lettre de Béran, qui est adressée à Radagast. C'est une sorte de rapport témoignant d'une résurgence de l'activité orque au sud, notamment au niveau du château de Pont-Marais, une ancienne fortification un peu au nord de Dol Guldur.
La lettre est accompagnée d'une carte approximative qui indique cet emplacement, la dite carte mentionnant également, mais de manière plus ambiguë, un autre endroit davantage au nord et donc plus proche de Rosgobel, nommé la colline du Tyran. Ces noms n'évoquent rien pour Fredegar et pas davantage pour Jorin et Narvi, mais Aldamar et Agariel ont entendu parler, en termes plus ou moins vagues, du nécromancien et de sa colline de la sorcellerie. En revanche, personne parmi eux ne sait quoi que ce soit à propos de Pont-Barret ou de la colline du Tyran. Agariel comprend l'importance de ce rapport et fait une copie de la lettre et de la carte un peu à la hâte. Les poursuivants de Beran approchent, et il sera impossible de les semer, par exemple pour gagner Rosgobel au plus tôt, d'autant que Beran inconscient les ralentirait. Aldamar ne connaît pas vraiment de refuge dans la région immédiate, mais avec Agariel, ils font en sorte de dissimuler le fugitif empoisonné dans une souche creuse, et de se cacher autant qu'il est possible pour une compagnie de 6 personnes et un chien, Baran, le nouveau limier d'Aldamar, de sorte à pouvoir tendre une embuscade le cas échéant. Fredegar grimpe ensuite dans un arbre pour se dissimuler dans le feuillage, mais nul autre au sein de la compagnie ne parvient à le suivre, même si Aldamar s'y essaye. Mais pendant que ses camarades préparent les lieux à cet effet, Jorin part en éclaireur pour en apprendre davantage sur cette troupe qui approche. Le Bardide n'est pas aussi discret qu'il le souhaiterait, mais parvient tout de même à s'approcher sans se faire repérer. Il découvre une troupe de 5 hommes, 5 guerriers en armure et équipés d'épées, avec une femme à l'air sévère et très digne à leur tête, et autant de chiens loups d'une taille impressionnante. Jorin n'est pas en mesure de les identifier plus précisément. Ils ressemblent à des hommes des bois, mais le chasseur de trésors a pourtant le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi que ce soit. Mais Jorin s'attarde un peu trop longtemps pour les étudier. Les molosses flairent dans sa direction, encouragés par la femme à la tête de la troupe, que ses soldats ont appelée Dagmar. Jorin comprend qu'il lui faut partir au plus vite. Il retourne auprès de ses compagnons, mais la troupe derrière lui a accéléré le pas. Le Bardide fait rapidement son rapport. Avec ses descriptions précises, Aldamar comprend ce qui cloche chez ces hommes des bois. Ils n'arborent le symbole d'aucun clan connu. Les poursuivants de Beran ne sont plus qu'à une dizaine de minutes. Les chiens se font entendre. Et les héros se préparent à une rencontre qui pourrait mal tourner. La mystérieuse troupe rejoint la compagnie. Seul Fredegar a pu se dissimuler à leurs yeux en grimpant dans un arbre, mais les nouveaux venus ignorent peu ou prou les héros, lesquels avaient dissimulé Beran inconscient dans une souche creuse, mais cette précaution s'avère totalement inutile, les chiens loups le repèrent aussitôt. Ce n'est qu'alors que la femme s'enquiert de l'identité des compagnons. Eldamar ne se montre d'emblée pas très coopératif. Il est un homme des bois chez lui. Qui est-elle pour la questionner de la sorte? Dagmar rétorque qu'ils sont des hommes des bois eux aussi, mais qu'importe. Le fugitif accueilli par les compagnons, dit-elle, est un voleur, qui a dérobé le bien de son maître, Mogdred de la colline. Aldamar a vaguement entendu ce nom, celui d'un homme mystérieux qui aurait acquis un certain pouvoir un peu plus au sud. La colline du tyran figurant sur la carte de Beran, peut-être? En tout cas, des hommes des bois lui paieraient tribut, dit-on. Dagmar poursuit quand Aldamar évoque l'empoisonnement de Beran. Cet imbécile, en tentant de s'évader, s'est précipité dans une toile d'araignée. Mais Aldamar ne mange pas de ce pain-là, de toute façon. Accuser Beran, un homme des bois, et le fidèle serviteur de Radagast, d'être un voleur, calomnie. Mais Dagmar est intraitable. La colline veut entretenir de bonnes relations avec les hommes des bois, qui sont un peuple honorable, mais il n'en reste pas moins que cet homme-ci est un voleur. Qu'a-t-il donc volé? Les compagnons n'ont pas à en savoir davantage. Il a volé le bien de Mogdred, et c'est tout. Mais Aldamar a une parole malencontreuse. Cet homme n'avait qu'un simple bout de papier sur lui. Dagmar exige aussitôt qu'on le lui montre. Elle était déjà dure jusqu'alors, mais devient subitement plus menaçante encore. Aldamar dit que cela ne regarde que Radagast et personne d'autre. Agariel n'en évoque pas moins son contenu devant Dagmar. Il paraissait potentiellement incriminant pour Mogdred. Les hommes de Dagmar fouillent Beran, mais ne trouvent rien sur lui. C'est Fredegar que personne n'a repéré dans son arbre, qui dispose de l'original de la lettre. Dagmar exige qu'on lui donne ce rapport, mais elle est indécise, visiblement. Le combat ne lui fait pas peur, loin de là, mais elle ne veut probablement pas commettre d'impair diplomatique. Quand la Dunedin évoque un problème avec les orques au sud, et Narvi en rajoute une couche en se montrant beaucoup moins allusif, Dagmar répond qu'il n'y a rien de la sorte, les accusations calomnieuses d'un voleur en tant que tel indignes de la moindre confiance. Elle fait signe à ses hommes d'emporter Beran pour qu'ils répondent de son crime. Justice sera rendue. Radagast n'appréciera pas, rétorquent les héros. Non, mais l'autorité du magicien ne s'étend pas à la colline, affirme Dagmar. Mais elle comprend qu'elle ne parviendra pas à raisonner les compagnons. Elle fait signe à ses hommes d'emporter Beran et se retourne une dernière fois vers les héros. Elle fera son rapport, et Mogdred n'appréciera pas, lui non plus. La troupe s'enfonce à nouveau dans la forêt. L'atmosphère est pourtant électrique. Il faut gagner Rosgobel au plus tôt et prévenir Radagast. Même si cela implique de laisser Beran aux mains de Dagmar et de ses hommes, dilemme. Mais peut-être dénoncer les actes de Mogdred permettra-t-il de sauver en définitive Beran? Narvi pense que Dagmar gardera l'agent Radagast en vie, ou du moins veut-il le croire, mais Agariel est nerveuse.
Ils prennent cependant la direction de Rosgobel, qui est à quelque chose comme 2 jours de marche au sud. À mi-chemin, les compagnons dressent le camp pour la nuit, mais les craintes d'Agariel se vérifient bientôt. Si Frédégar et Narvi, les guetteurs de la compagnie, n'avaient rien remarqué, les hommes de la colline les suivaient, et au cœur de la nuit, sous les ordres de Dagmar elle-même, ils lancent l'assaut sur le campement. Aldamar les traite de sales lâches, mais ils s'en moquent et viennent au combat, Dagmar restant pour l'heure en retrait. Narvi et Agariel se positionnent aussitôt pour leur bloquer le passage. Tous deux encaisseront la majorité des coups, mais infligeront des attaques dévastatrices. La Dunden extermine à elle seule 3 molosses, tandis que le nain du Mont Solitaire se consacre davantage aux guerriers. Il est en mesure de tirer parti de ses entraînements au sein de la guilde des bâtisseurs. Il sait désormais utiliser son bouclier de manière offensive. Cependant les coups pleuvent sur lui, et en dépit de sa forte constitution et de sa lourde armure, il subit de vilaines blessures qui le contraignent à faire appel à ce sangue souffle. Il apparaît bientôt que le nain est le plus redoutable guerrier de la compagnie. Frédégar l'encourage en lui offrant le soutien de son arc, mais Dagmar s'avance vers Narvi pour briser la résistance des héros. Cependant, les autres compagnons ne sont pas épargnés. Les molosses qui se sont infiltrés, notamment, infligent de cruelles blessures à Jorin, qui parvient cependant à tuer un guerrier. Agariel encaisse mieux, même si elle commet à un moment une maladresse qui aurait pu lui être fatale, en offrant une opportunité d'attaque à son adversaire. En définitive, ses réflexes la sauvent. Au cœur de la bataille se déroule l'affrontement singulier de Narvi et Dagmar, mais c'est très vite le nain qui l'emporte. Lançant son cri de guerre, Narvi assène 2 attaques de sa hache et de son bouclier contre la menace des guerriers de la colline, et la tue. Emporté par la furie, il parvient même à blesser grièvement un des guerriers dans la foulée. Et si certains d'entre ces derniers tentent de placer un dernier coup, d'autres prennent leurs jambes à leur cou et tentent de fuir. La plupart périssent au combat, même si à ce stade Narvi et Jorin sont épuisés. L'un d'entre eux aurait pu parvenir à s'échapper si Agariel ne s'était pas aussitôt lancé à sa poursuite, secondé par un Frédégar d'abord hésitant, car supposant que ses camarades auraient bien besoin de ses soins, mais Agariel coupe court au débat, plaquant au sol le dernier guerrier et le capturant. Le guerrier, blessé et ligoté, fait d'abord le malin, refusant de répondre aux questions des héros. Il maintient que Beran était un voleur, refuse de dire où il se trouve, et dit que Dagmar refusait de laisser ses compagnons se répandre en calomnie sur le compte de Mogdred. Aldamar se retient difficilement de gifler le prisonnier, ce qui fait rire ce dernier. L'intimidation ne prend pas, mais ce comportement ne fait guère honneur au héros. Agariel lui offre de répondre maintenant à leurs questions, essentiellement de dire où se trouve Beran, et de rentrer ensuite chez lui. Sinon, ils n'auront pas d'autre choix que de l'emmener à Rosgobel, auprès de Radagast. Le prisonnier proteste, il ne dépend pas du magicien brun, il dépend de la colline. Mais la Dunedain n'en tient pas compte. Il est sur le territoire de Rosgobel, que cela lui plaise ou non, et répondra de ses méfaits devant Radagast et les hommes des bois. Elle comprend très bien qu'il reste fidèle à son maître, ce qui sied à tout serviteur, mais il n'entend pas moins sous la juridiction des autochtones. Le vagabond est sincère dans son offre de le relâcher, mais le captif ne la croit pas, même s'il ne saurait justifier ses actes autrement que par l'obéissance aux ordres de ses maîtres. Narvi également essaye de le convaincre, mais sans succès. Le guerrier semble se résoudre à devoir affronter le jugement de Radagast, et Agariel tend à croire qu'il craint bien plus l'ire de Mogdred que celle de Radagast et des hommes des bois. Il leur reproche en même temps le meurtre de Dagmar, une chasseresse admirable et loyale. Et l'embuscade alors? Ils ont frappé les premiers, mais pour se défendre des voleurs et de leurs complices, qui voulaient eux aussi leur tendre une embuscade. Mais oui, Beran est vivant, évidemment qu'il l'est. Pour qui le prennent-ils? Avec le soutien de Frédégar, Agariel parvient cependant enfin à convaincre le guerrier de les guider là où ils ont laissé l'agent de Radagast, en échange de la promesse qu'il pourra rentrer chez lui. Et les hommes de la colline l'avaient tout simplement laissé à l'abri d'un arbre, sans surveillance. Dans son état, Beran était bien incapable de fuir. Les compagnons le trouvent effectivement à l'endroit indiqué, toujours inconscient et sévèrement empoisonné. Il lui faut des soins au plus tôt. Aldamar parvient à le stabiliser pour quelque temps, mais il faut rapidement gagner Rosgobel. Conformément à sa promesse, Agariel libère l'homme de la colline et lui donne même les rares pièces trouvées sur les cadavres des guerriers, qui n'avaient rien d'autre de valeur, ainsi que quelques rations, ce qui le stupéfie profondément. Sa première réaction est probablement de se demander si elle ne cherche pas à l'empoisonner. La Dunedain le comprend et mange un morceau devant elle. Il n'a rien à craindre d'eux. Mais peut-être, de retour à la colline du Tyran, ferait-il bien de s'interroger sur la manière dont on l'a traité et celle dont Mogdred traite les autres. Troublé, le guerrier accepte les vivres et détale dans la forêt. Les héros attendent le lever du jour, ce qui leur permet de récupérer un peu pour ceux qui en avaient besoin, comme surtout Narvi et Jorin, puis ils prennent la direction de Rosgobel. Le voyage s'effectue sans autre difficulté, même si transporter Beran les ralentit un peu. Les compagnons arrivent à Rosgobel, où ils sont bien accueillis par la petite communauté qui vit à proximité de l'étrange demeure de Radagast le Brun. C'est le peuple d'Aldamar, et on se souvient de ce que les héros ont rendu Machelou aux hommes des bois. Les autochtones reconnaissent bien entendu Beran et conduisent la compagnie au devant de la futaie de Radagast. Ils savent que le magicien excentrique et parfois asocial
tient à écouter ce qu'ils ont à rapporter, tandis qu'il s'occupera de soigner son agent Beran. De fait, Radagast leur ouvre ses portes. Les héros pénètrent dans sa demeure et rencontrent l'étonnant magicien à la vêture incongrue. Eldamar le sait lunatique, mais il a toujours agi en protecteur des hommes des bois, et probablement de plus en plus ces dernières années. Radagast sert un thé à tout le monde, sans demander l'avis de qui que ce soit, et les écoute tandis qu'il soigne Beran. Fouillant dans son manteau de peau un peu grotesque, il en extirpe au bout d'un moment une fiole qu'il fait boire à son agent. Ce dernier demeure inconscient et il lui faudra plusieurs jours pour récupérer, mais il est hors de danger. Radagast n'attendra cependant pas si longtemps, il faut que les compagnons lui racontent d'ores et déjà ce qui s'est passé. Eldamar a beau avoir rencontré à plusieurs reprises le magicien, il est intimidé, et c'est essentiellement Fredegar qui fait son rapport. Le nom de Dagmar ne dit rien au magicien, mais il a vaguement entendu parler de Mogdred, même s'il ne sait pas bien dans quelles circonstances, et surtout de la colline du tyran qu'il appelle Amon Boglir. Le hobbit tend la lettre de Beran à Radagast, qu'il étudie très attentivement. À vrai dire, il y consacre un temps hors de proportion avec le peu de mots que la lettre comprend. Tout cela est très inquiétant. On aurait pu penser que la forêt noire connaîtrait enfin la paix après que le conseil... Mais si les orques sont à Pont-Marais, et si ce Mogdred... La colline du tyran était autrefois une dépendance de Dol Guldur. Radagast remercie les héros pour ce qu'ils ont fait et semble se souvenir de ce qu'Eldamar, plus jeune, avait fait bien des bêtises dans les environs, mais il lui faut réfléchir à tout cela maintenant. Il congédie ainsi les compagnons, les pressant de finir leur thé sans plus de manière, un comportement qui n'étonne en rien Eldamar. C'est ainsi que fait toujours Radagast. Cela dit, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas autant témoigné de son inquiétude. Et les rumeurs qu'entendent les compagnons en s'attardant à Rosgobel ne sont à vrai dire guère rassurantes. Certains des hommes des bois disent avoir entendu parler de Mogdred, qui serait lui-même un homme des bois, encore qu'on ne sache pas très bien d'où il vient exactement. Mais il aurait effectivement entrepris de se bâtir un royaume plus au sud, ou du moins des hommes des bois lui paient-ils tribut. Mais il y a des rumeurs plus ouvertement inquiétantes. On raconte qu'une étrange créature rôde à l'orée orientale du sentier des elfes, qui volerait et parfois tuerait les voyageurs imprudents. Et certains de ces derniers, des nains plus spécialement, qui auraient commis la gravissime erreur de quitter temporairement le sentier, font état d'une autre créature maléfique, le loup-garou de la forêt noire, serait de retour. C'est tout pour l'agent du magicien, très brève introduction à Mirkwood Campaign. À ceci près que vous pouvez également vous reporter au journal tenu par Narvi pour avoir son point de vue sur cette aventure et ce qui l'a entouré. Je fais le montage, je vous mets en ligne et je vous dis ça. Mais l'aventure se poursuivra très bientôt sans phase de communauté intermédiaire, avec un nouveau scénario, Mauvais Présage, issu de Wilderland Adventures. Alors, à suivre.